Ensuite, il y a l'autonomie. Donc c'est vraiment laisser l'enfant faire par lui-même un maximum tout en étant vers lui s'il a besoin pour qu'on l'accompagne. Voilà. Essayez d'être à ses côtés, mais le laisser faire lui. Il a envie d'essayer de mettre ses chaussures, eh ben qu'il essaie. Vous savez que c'est quelque chose qui prend 3 heures, ben vous prévoyez du temps à l'avance parce que vous savez qu'il va vouloir essayer de mettre ses chaussures lui-même et que ça va prendre 3 heures. Après, je dis pas, il y a des fois forcément où on est pressé, on doit y aller, c'est pas évident, on va pas pouvoir le laisser faire tout seul. Je dis pas que c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est quelque chose de compliqué à appliquer dans la vie de tous les jours, donc ça va faire quand on peut. Par exemple, en crèche, on a des tables, là où j'étais à mon dernier stage, qui sont en fait à hauteur d'enfant, pour que les enfants, donc j'étais en nurserie, donc moins d'1 an et demi, pour qu'ils puissent manger à table. Donc vous voyez, c'est vraiment bas, parce qu'ils ont des chaises à leur taille, et puis les tables à leur taille. Et les enfants, quand ils commencent à ramper, à grimper, ils aiment bien monter sur les chaises et monter sur la table. Est-ce qu'on les empêche de le faire? Non. Par contre, on est à côté d'eux. Et là, il y a aussi la façon de formuler où on va lui dire je vois que tu veux monter sur la table. Pour moi, c'est ok. Par contre, je reste à côté de toi au cas où il y a quelque chose qui va pas. Il y a des gens qui sont moins ok avec ça, des collègues qui se sentent moins de laisser les enfants monter sur la table. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, on va formuler ça aussi différemment. On va dire, écoute, pour le moment, je préfère que tu restes par terre parce que quand tu montes sur la table, ça me fait peur. Moi, je suis pas rassurée. Moi, j'ai peur que tu tombes. Et là, en fait, c'est vraiment dire ce que nous, on ressent et pas remettre en cause l'enfant. Parce que l'enfant, il peut se dire, mince, je fais pas assez bien, je suis pas assez bien pour le faire. Et il va se remettre en cause lui. Après, forcément pas, il va pas se le dire comme ça et pas de manière consciente. Mais c'est en gros ce qui pourrait se découler dans son cerveau. Donc voilà, c'est laisser l'enfant autonome au maximum. Par exemple aussi quand il mange. Donc ça rejoint en fait le point d'après qui est l'expérimentation. Par exemple, un enfant qui mange, qui apprend et il mange encore de la bouillie par exemple, ou voilà quand il est petit, peut-être jusqu'à 2 ans et quelques. Personnellement, j'irais même jusqu'à dire jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Après, ça dépend vraiment de chaque personne, d'à quel point on est d'accord de laisser ou pas laisser. Mais on leur demande de manger avec des services, on leur met des services à disposition. Mais s'ils mangent avec les mains, mais qu'ils se fassent plaisir. En fait, le fait de manger avec les mains, surtout quand ils sont bébés et que c'est de la bouillie, ça leur permet en fait, par le toucher, d'avoir un premier contact avec la nourriture, de faire connaissance avec, et après du coup de manger. Et ils prennent du plaisir en fait comme ça. Donc après, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés où on les laisse. Moi par exemple, les bols je les laisse devant eux. Je vais pas forcément le laisser renverser le bol au complet parce qu'ils aiment bien en taper dessus puis ça se renverse donc je le tiens quand même. Mais ils peuvent plonger leurs mains dedans et à côté je leur donne à manger avec la cuillère et ils ont aussi une cuillère à disposition. S'ils veulent utiliser la cuillère, s'ils veulent essayer, ils peuvent. Ça rejoint l'autonomie. S'ils veulent faire avec les mains, ils peuvent. Et moi je suis là avec la cuillère à côté, quand même pour qu'ils mangent un minimum. Hein. Après il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça tâche, nanana, pas de problème. Vraiment chacun fait avec ses valeurs et ce qui lui correspond. Donc par exemple je sais qu'on avait des collègues qui aimaient un peu moins justement les laisser comme ça mettre les mains dedans. Et du coup qui tiennent eux le bol mais qui leur mettent une cuillère de purée devant eux. Ils peuvent quand même toucher mais il y en a moins qui va partout. Mais ils peuvent quand même toucher. Donc vraiment ça dépend un peu de chaque personne. Aussi je reviens au respect du rythme, un truc auquel je pense. Il y a des enfants, donc je parle vraiment là des petits de ma dernière expérience, qui mangent un peu moins, etc. Et je sais qu'il y a des enfants avec qui je l'ai eu fait, c'est qu'en fait ils se levaient pour aller jouer, mais je débarrassais pas de leur assiette. Je restais à table. Et du coup ils jouaient 2 minutes, ils revenaient manger un peu. Ils jouaient 2 minutes, ils revenaient manger un peu. Ils jouaient 2 minutes, ils revenaient manger, etc. Et en fait, c'est des enfants des fois qui ont besoin de bouger, etc. Et rester à table pendant 15 minutes, c'est trop long pour eux. Ils n'arrivent pas. Ou il peut y avoir d'autres raisons, hein. Mais du coup, ce rythme-là, ça lui correspondait. Donc moi, c'est des moments où c'était possible pour moi de rester à table avec. Quand c'était possible, je le faisais. Voilà. Ou bien, des fois, ils avaient encore leur repas et puis je préparais déjà des fruits. Et ils mangeaient les fruits en même temps que leur repas. Et alors ? Enfin voilà, c'est aussi savoir lâcher prise sur certaines choses.
Donc du coup l'expérimentation, j'en ai parlé, c'est qu'ils puissent tester eux-mêmes pour faire, si je vous explique comment faire du traitement de texte et puis comment mettre un titre, je sais pas, en tel format, avec telle trame, blablabla. Si je fais que vous expliquer sans vous laisser faire, bah je pense pas que vous allez le retenir longtemps. Avec les enfants c'est pareil, il faut qu'ils le fassent, qu'ils expérimentent pour que ça rentre dans la tête. Ensuite, bah, pas de punition, que ce soit physique ou verbal, comme c'était dit en commentaire, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Disons que oui, sur le moment, ça va agir, et puis vous allez vous dire, ah chouette, il a compris ce que je lui ai dit. Une sanction, qui n'est pas pareil qu'une punition, j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Une sanction, en fait, c'est réparer son erreur. Mais voilà, comme nous-mêmes, on le ferait pour nous, en fait, enfin, pour moi, ça me semble même pas être une sanction, en fait, mais voilà. Mais par exemple, un enfant qui renverse son verre d'eau, la sanction, ce serait de lui dire, bah ouais, je vois que t'as renversé ton verre d'eau, donc je te donne du papier, comme ça tu peux nettoyer. Ça, c'est une sanction, c'est qu'il répare ce qu'il a fait. Il a renversé le verre d'eau, il essuie l'eau. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est pas une sanction, parce que ça me paraît logique, parce que voilà, c'est aussi parce que j'ai été élevée comme ça. Mais en fait, c'est une sanction. Une punition, c'est de mettre l'enfant au coin, c'est de le faire s'asseoir plus loin au calme, c'est toutes ces choses-là où en fait on isole l'enfant. Typiquement quand on lui dit d'aller au coin. Je dis pas que ça marche pas ou quoi, hein. Il y en a pour qui ça marche très bien. Mais pour certains enfants, bah voilà, ça les isole et c'est pas l'idéal. Et du coup, ce qu'ils vont apprendre, je sais vraiment pas expliquer, donc j'utilise des exemples. Un enfant qui joue avec un petit train en plastique et qui casse ce jouet en plastique. Le sanctionner, ce serait de lui dire, bah voilà, le jouet il est cassé, là c'était trop fort, on peut essayer de le réparer ensemble, mais il faut faire attention parce que si tu fais trop fort avec, il se casse et après on peut plus jouer. Si on peut pas réparer, on peut plus jouer avec. Lui expliquer la conséquence, la cause, tout ça, tout ça. Le punir, ce serait lui dire, t'as cassé le jouet, va t'asseoir sur la chaise. Pendant ce temps, vous essayez de le réparer, machin, lui il est sur sa chaise, il comprend pas trop ce qui se passe, il est tout seul, voilà. Le truc c'est qu'après à ces enfants, vous leur demandez, pourquoi il faut pas casser le jouet? Alors, il y a celui à qui on a expliqué qui va dire, mais parce qu'après on peut plus jouer avec, non, je peux pas le réparer. Et il y a l'autre, et je vous jure que c'est du vécu, qui dit, parce que sinon je dois aller m'asseoir sur la chaise. Waouh. Donc ce qu'il apprend, c'est qu'il faut pas casser le jouet parce que sinon il faut aller s'asseoir. Il faut aller se mettre au coin. Il apprend quoi en fait? Il apprend pas que le jouet, ben après on peut plus jouer avec, qu'on doit le mettre à la poubelle, qu'on peut pas en racheter tous les jours, enfin... Il apprend juste, enfin ce qu'il va retenir, même si vous dites ce qu'il va retenir, c'est qu'il va aller s'asseoir sur la chaise. Parce qu'en fait c'est un fonctionnement un peu de peur si vous voulez, c'est comme une baffe ou quoi, ou une fessée, un enfant va pas refaire quelque chose parce qu'il aura peur que ça se reproduise. Il aura peur de la conséquence. Il va pas le faire parce qu'il a compris que ça va se casser ou quoi. Après comme je dis ça dépend de l'âge, hein. Il va pas faire parce qu'il a compris. Il va faire parce qu'il aura peur de la conséquence. Donc c'est chouette d'élever, enfin... C'est ça correspond en fait à ce qu'on a été habitué, c'est que nous on nous a élevés comme ça et du coup c'est vrai que c'est pas évident de se remettre en question dessus. Mais voilà, l'idéal c'est pas d'élever dans la peur, l'idéal c'est d'élever dans la conscience. D'où éducation consciente, constructive, bienveillante. Voilà, ensuite j'en ai parlé aussi avant, donc là je passe à un autre point, hein, c'est la verbalisation et l'accueil de nos propres sentiments. Donc comme je disais avant, un enfant qui monte sur la table, bah voilà, c'est dire moi ça me fait peur. Moi, je suis pas rassurée. Bah, c'est... Par exemple, j'ai eu le cas d'un enfant aussi qui refusait de manger tout ce qu'on lui mettait devant elle. Elle refusait de manger tout. Et ça m'a donné envie de pleurer. Après, j'en ai parlé avec ma collègue qui s'occupait de moi à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais pour moi, c'était vraiment dur. Et franchement, j'étais à deux doigts de pleurer. Et quand je lui ai dit ça, d'ailleurs, j'ai pleuré. Mais du coup, elle m'a dit, et toi, t'as ressenti quoi ? Pourquoi t'as ressenti ça? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Non. Plein de trucs comme ça. Et elle me dit, bah ça, tu peux lui dire à l'enfant. Il peut comprendre. Dire, voilà, je suis... ça me rend triste quand je vois que tu manges pas. Parce que... Non. Je suis en colère quand tu me tapes. Voilà, parler aussi de vous, de vos ressentis, dire, vous avez le droit aussi de dire des fois que vous êtes en colère, que vous êtes triste, ou à l'inverse, que vous êtes contente, que machin utile. Vous avez le droit de parler de vous et l'enfant va le comprendre. Et ensuite, il y a l'acceptation de son enfance et des traumatismes. Se dire, voilà, moi c'est vrai que
j'ai pas été élevée dans la bienveillance, donc élever un enfant dans la bienveillance, c'est pas facile. Je me souviens justement sur ce groupe Facebook d'éducation où il y avait une dame qui disait que pour elle c'était très dur quand sa fille faisait des crises de colère parce que elle, quand elle était petite, donc cette dame en question, cette maman, on n'accueillait pas ces crises. On disait oh, c'est bon, ça suffit, de toute façon t'es jalouse de ta soeur, nanana, enfin des trucs comme ça. Donc on n'accueillait pas ses colères et du coup elle n'a pas vécu ça, donc elle a beaucoup de peine à accueillir les colères de sa fille. Donc elle disait, bah, à ce moment-là, elle donnait le flambeau en général à son mari ou son copain ou j'en sais rien quoi. Ou elle explique aussi à l'enfant, écoute moi j'ai de la peine quand tu fais des colères comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, que j'arrive pas à gérer, etc. Voilà, elle lui verbalisait ce qu'elle ressentait. Donc voilà, c'est aussi accepter ce que nous on a vécu, comment nous on a été éduqués, qu'on a été éduqués de manière différente et que du coup bah, y a des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Et c'est normal, hein, quand on connaît pas quelque chose, on ne sait pas le faire comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Ensuite, il y a encore les douces violences. Les douces violences, c'est le fait de faire des choses sur l'enfant sans le prévenir. Par exemple, imaginez, bah, je reprends toujours mon exemple en crèche, il y a un enfant qui a la chandelle, c'est charmant, on vient vers lui, on le mouche. Non. Imaginez vous faites ça à vous. Imaginez vous êtes tranquille devant la télé, puis il y a quelqu'un qui se ramène avec un mouchoir derrière vous, puis qui vous pince le nez, puis qui vous enlève la moque là. C'est pas très agréable. Pour un enfant c'est pareil, c'est pas très agréable. Donc c'est juste le prévenir. Ah, je vois que t'as de la moque, viens on va chercher un mouchoir. Ou bien, je vais te chercher un mouchoir pour te moucher. Ça dépend de l'âge de l'enfant, soit vous lui donnez le mouchoir, il le fait, puis vous passez derrière, soit il le fait tout seul, soit vous le faites vous. Mais toujours dire à l'enfant ce que vous allez faire sur lui. Pareil, on lui met une bavette, on va pas venir derrière lui, puis lui la mettre comme ça sans rien lui dire. Imaginez qu'on vous le fasse à vous, que vous êtes tranquille à la table, machin, que d'un coup on vient, puis on vous serre quelque chose autour du cou, c'est vraiment une sensation désagréable. Pour l'enfant, c'est pareil, ça reste désagréable. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il dit rien que c'est pas désagréable. Du coup, c'est lui dire ah, je vais te mettre la bavette. Et vous lui la mettez. Juste, vous lui la mettez. Juste verbaliser ce que vous allez faire. Au moment du change, je te prends la jambe, je te retourne, je t'essuie les fesses. Des trucs comme ça. Ensuite, et j'en arrive à la fin, j'espère avoir fait moins de temps que la dernière fois, il y a la communication non violente. C'est éviter ce qui est tu m'énerves, t'es nul, t'es pas beau quand tu fais ça, arrête d'être jaloux, etc. etc. En fait, c'est déjà dire tu es non, ça stigmatise l'enfant, ça va l'enfermer dans un rôle et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est qu'après, par exemple, dire cet enfant il est timide, 20 fois par jour, l'enfant il entend qu'on dit qu'il est timide. Bah il va faire quoi? Il se dit ah bah attends, si je suis timide, ah bah je suis timide en fait. Donc il va inconsciemment se conformer à ce que vous lui dites pour répondre à vos attentes. Voilà. Dire tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant. Bah à la fin, l'enfant il va se dire bah je suis méchant et il va agir comme un méchant parce qu'il pense que c'est ça que vous pensez de lui et il veut répondre à vos attentes. C'est inconscient, hein, voilà. Mais en gros, c'est ça qui se passe. C'est l'effet Pygmalion. Donc évitez les tu es, il est, elle est, non. Bah il y a des moments où un enfant s'agite un peu plus. Le geste que tu as fait, je suis pas d'accord, etc. C'est pas blâmer l'enfant lui-même. Ça va être le geste qu'il a fait, ou en ce moment l'enfant s'agite. On va prendre le verbe plutôt, on va pas dire il est agité. Enfin voilà, c'est tout des choses auxquelles on essaie de faire gaffe au maximum dans le milieu professionnel en tout cas. Par exemple, les enfants, et vous avez des enfants à la maison là qui crient. Arrêtez de crier! Qu'est-ce que vous leur apprenez? Que vous criez pour leur demander d'arrêter de crier. Où est la logique? Là, ça veut dire écoute, ça fait beaucoup de bruit là, ça fait mal aux oreilles. Voilà, ça c'est par exemple, j'en sais rien, c'est des petits trucs comme ça où ce que vous faites, vous l'apprenez à l'enfant. Vous lui mettez une fessée. Ça veut quoi comme message? En gros, c'est dire t'as fait une bêtise, donc je te tape. Donc, taper est autorisé. La logique. En plus, le truc dans la fessée, par exemple, oui, ça n'a jamais tué personne, on est d'accord. Mais disons que si on peut faire plus que faire survivre un enfant, c'est mieux. Si on a d'autres buts, bien aussi.
En fait, la fessée, ou crier sur un enfant, ou etc., l'engueuler fort, ou crier dessus, ça va déclencher dans son cerveau des synapses de stress. Et avec ces synapses de stress, se découlent, je crois, des hormones, je sais pas quoi, enfin bref, il y a un truc qui se découle dans le cerveau, qui ralentit le développement, j'allais dire le développage, qui ralentit le développement du cerveau. Donc oui, ça ne tue pas un enfant. Oui, vous n'avez pas des traumatismes parce qu'on vous a tapé. Mais n'empêche, dans votre cerveau, il y a des choses qui se passent qui font que c'est pas l'idéal pour le développement. Voilà. Ensuite, on peut parler aussi des caprices. Donc en fait, le caprice, c'est un mot donné par l'adulte pour un comportement chez l'enfant qui dérange. Isabelle Filiosa parle très très bien du caprice et vraiment si ça vous intéresse, je vous conseille d'y aller. Un enfant avant, je sais plus quel âge, 5, 7, 8, je sais plus, ne fait pas de caprice volontairement. Donc il est au magasin, il les voit un bonbon, il veut absolument un bonbon. Il fait pas un caprice. Il se roule pas par terre juste parce qu'il veut un bonbon. En fait, il exprime autre chose et il faut savoir qu'est-ce qu'il exprime à travers ça. En fait, comme ça, il va se défouler. Et je vous mettrai à la fin une photo en fait du livre d'Isabelle Filiosa. Elle a aussi des livres justement, dont un qui est vraiment très bien expliqué qui s'appelle J'ai tout essayé. Je vous mets l'image du livre qui parle justement de ces moments de caprice au magasin. Du coup, comme vous avez vu, c'est qu'en fait c'est vraiment une décharge émotionnelle, que sur le moment il est en train de se calmer de cette manière-là, et qu'on lui dit calme-toi alors qu'il est en train de se calmer. Pas logique. Donc voilà, je crois qu'en gros j'ai fait le tour. Je peux vous mettre quelques photos justement du livre d'Isabelle Filiosa. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube des vidéos. Elle a une voix un peu chiante. Mais franchement, moi ce qu'elle dit ça me passionne, vous imaginez même pas. Je pourrais parler mais des heures et des heures et des heures d'elle, de ce qu'elle fait, de ses vidéos, de ce qu'elle dit, de ce que je comprends, de ce que j'applique. Enfin voilà, vraiment elle a sa pédagogie, on dira. Donc elle l'appelle, je crois, je sais plus comment elle l'appelle, éducation consciente, je crois, ou un truc comme ça, ou positive. Mais voilà, c'est pour dire un peu la même chose. Du coup, sur ce, s'il y a des choses qui vous intéressent, je vous laisse regarder vous-même plus en profondeur. Vous pouvez sans autre me poser des questions en barre d'infos, je vous répondrai le mieux que je peux d'après ce que je sais. J'ai pu appliquer un peu ce que Isabelle Filiosa disait. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions, à les regarder. Je peux essayer de vous diriger, de vous prendre des photos du livre, de vous les envoyer sur Facebook ou sur Instagram ou j'en sais rien quoi. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir que je vous réponds, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai 2 passions dans la vie, c'est l'éducation, le maquillage. Voilà, merci, tout est dit. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura... J'espère que cette vidéo vous aura quand même un peu aidé, un peu dirigé, vous donner des pistes. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'arrête de parler parce que là, je commence à avoir vraiment soif. Et je vous dis... j'ai déjà dit une bonne journée. Du coup, perso, je suis en vacances, donc bonnes vacances. Voilà, ciao ciao.